Imaginez un instant. On vous propose un boulot, le seul hic, 4 heures de transport tous les jours. Est-ce que ce serait acceptable? C'est pile la question au cœur d'une affaire juridique assez folle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question centrale de toute cette histoire. Et ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité, la réponse est un vrai casse-tête. Tout va dépendre d'un tout petit détail, le moyen de transport utilisé. Alors, notre histoire, elle commence avec une mère de famille, divorcée, qui est juriste de formation. Pour s'en sortir, elle cumule un job à temps partiel et des indemnités de chômage. Bref, une situation déjà un peu sur le fil qui va vite devenir bien plus compliquée. Cette chronologie, elle est super importante pour comprendre la suite. Regardez, en juillet 2021, on lui saisit une partie de ses indemnités. Sa situation financière est donc déjà très tendue quand, 3 mois plus tard, on l'oblige à postuler. Et là, petit grain de sable, elle envoie sa candidature, mais avec 2 jours de retard. Un tout petit détail qui va absolument tout changer. Parce que ce retard, l'administration, elle, l'interprète comme un refus pur et simple de postuler. Du coup, tout repose sur une seule question. Est-ce que ce job était convenable? Si la réponse est non, son retard est justifié. Mais si c'est oui, eh bien, la sanction sera inévitable. Et c'est là que le conflit se noue vraiment. On a 2 visions. D'un côté, la sienne, plus de 4 heures de trajet par jour en transport en commun, c'est énorme. De l'autre, celle de l'Office du chômage, à peine 1 h 23 en voiture privée. Et c'est cette deuxième option que l'administration retient pour dire que le poste, eh bien, il est parfaitement convenable. Et la sanction, elle tombe. Et elle est lourde, 34 jours de suspension de ses indemnités. L'administration considère que la faute est grave. Pour elle, dont la situation était déjà précaire, c'est évidemment un coup de massue, avec des conséquences financières immédiates. Mais est-ce que l'administration a vraiment raison sur ce coup-là? Pour le savoir, il faut aller voir ce que dit la loi. Et justement, la loi, elle définit de manière très claire ce qu'est un travail convenable. Le concept clé, c'est donc ce fameux travail convenable. En gros, l'idée, c'est qu'une personne au chômage doit faire ce qu'il faut pour retrouver un emploi. Mais la loi met quand même des limites, des garde-fous à ce qu'on peut exiger. Et le texte est on ne peut plus clair. Si le trajet, c'est plus de 2 heures à l'aller et donc plus de 2 heures au retour, le travail n'est pas considéré comme convenable. Point. Donc, si on se base sur les transports publics, elle était complètement dans son droit de refuser. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est là que ça se complique. C'est la nuance qui tue. Oui, les tribunaux disent qu'on peut exiger qu'une personne utilise sa voiture, mais attention, ce n'est pas automatique. La condition, c'est que sa situation financière le permette, sans que ça ne vienne grignoter son minimum vital. Et c'est précisément sur ce point que toute l'affaire va basculer. L'administration, elle, a simplement supposé qu'elle pouvait prendre sa voiture. Sauf que la réalité, elle, était bien différente. Le truc, c'est ça. Sa voiture, elle ne pouvait tout simplement pas l'utiliser. Ce n'était pas un choix de sa part, c'était une contrainte. L'argument de l'Office du chômage reposait donc sur une hypothèse qui était complètement fausse. Et attention, elle ne s'est pas contentée de dire « je ne peux pas ». Non, non, elle l'a prouvé. Et de manière béton. D'abord, elle explique que sa voiture est en panne et qu'elle n'a pas l'argent pour les réparations. Elle fournit une facture de garage. Et surtout, la preuve ultime, une attestation officielle qui montre que ses plaques d'immatriculation étaient déposées en juillet. C'est un acte administratif fort, ça. Ça veut dire que son véhicule n'était officiellement plus en circulation, et ce, bien avant qu'on lui propose ce fameux poste. Et là, on pourrait se dire « bon, l'affaire est pliée, c'est évident ». Eh bien, pas du tout. Incroyablement, le tribunal cantonal, donc la première instance, va balayer toutes ces preuves. Il va suivre le raisonnement de l'administration, ce qui va la forcer à aller se battre tout en haut, devant la plus haute instance judiciaire du pays. L'affaire arrive donc en dernière instance, devant le tribunal fédéral, la Cour suprême suisse. C'est le moment de vérité. Et là, le tribunal fédéral va remettre les pendules à l'heure, et de manière assez sévère. En gros, il reproche au tribunal inférieur de ne pas avoir fait son travail d'enquête. C'est ce qu'on appelle la maxime inquisitoire. Un juge doit chercher activement la vérité, pas juste écouter les 2 parties. Et ici, les juges auraient dû creuser. Les difficultés financières étaient évidentes. Les plaques déposées, c'était du solide. Ils auraient dû se demander si elle avait vraiment les moyens de récupérer sa voiture. Et ils auraient aussi dû se pencher sur ses obligations familiales. La conclusion est donc logique. La décision est annulée. La suspension de 34 jours saute. Le tribunal fédéral donne raison à l'assurée et confirme que, dans sa situation à elle, ce travail n'était tout simplement pas convenable. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire, au-delà de ce cas précis? Ça illustre un principe qui est absolument fondamental. Voilà, la grande leçon de cette affaire, c'est ça.
Les règles, les lois, elles ne sont pas faites pour être appliquées bêtement, de façon mécanique. Derrière chaque dossier, il y a une situation humaine, un contexte. Et une justice digne de ce nom, elle doit en tenir compte. Et d'ailleurs, cette citation du jugement, elle résume tout parfaitement. La question, ce n'était pas de savoir si, oui ou non, elle avait une voiture sur un parking. Non, la vraie question, c'était est-ce qu'elle avait les moyens de l'utiliser sans devoir sacrifier ses besoins essentiels ou ceux de sa famille. Le contexte financier, c'était ça, la clé de tout. Au final, cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Pour qu'une société soit juste, est-ce qu'il faut appliquer la même règle de la même manière à tout le monde, ou est-ce qu'il faut plutôt l'adapter à la réalité de chacun? C'est un équilibre super fragile. Et la réponse, eh bien, elle est loin d'être simple. Merci d'avoir suivi cette analyse.